Salam alaikum Azul, bonsoir. On ne peut pas évoquer l'affaire Ould Qaddour et les vicissitudes et les tribulations de M. Ould Qaddour, le PDG de Sonatrach, sans s'arrêter sur les véritables soubassements de l'affaire, très complexe, ignorée à dessein par la presse et qui se situe dans la récupération même de Chakib Khalil par Bouteflika en 1999. Rappelons en effet qu'aussitôt élu, le président Bouteflika prend Chakib Khalil comme conseiller personnel, avant de le désigner très vite au poste de ministre de l'Énergie et des Mines et avant de lui faire cumuler ses fonctions avec celles de patron de la Sonatrach. Avant cela, Chakib Khalil occupait à la Banque mondiale le poste de directeur énergie, où il travaillait sur des projets pétroliers en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Et dire. Chakib Khalil a toujours occupé des fonctions très importantes dans des entreprises pétrolières américaines, dans un joint venture américano-algérien, en plus des missions d'expertise qui lui étaient confiées dans le domaine énergétique, en plus de président de l'OPEP, d'avoir été président de l'OPEP. Sa présence auprès de Bouteflika dès les premiers mois de la présidence de celui-ci allait énormément peser sur les équilibres claniques, parce que celui qui contrôle Sonatrach dispose forcément des cordons de la bourse qui peuvent permettre d'acheter tout le monde, y compris les grands barons du régime, et tout particulièrement tous ces généraux qui étaient nommés à bout de bras par Bouteflika pour noyer dans la masse les quelques généraux qui avaient pris le pouvoir. Chakib Khalil avait donc la mission de créer une sorte de caisse noire, cassette royale, qui allait permettre de rééquilibrer les forces. Le DRS, avec toutes ses capacités, les capacités qu'on lui connaît, n'a pourtant pas vu venir le danger. Quand ils s'en sont rendus compte, c'était trop tard, quasiment. Mais le DRS mit le paquet pour essayer de contrer la menace. Et c'est ainsi que la BRC devint l'outil avec lequel le DRS chercha à déstabiliser, voire à ravager le clan Boutef via Chakib Khalil et Ould Qaddour, son protégé, le PDG de la BRC. C'est en tout cas ce que crie sur tous les toits Ould Qaddour ces derniers temps. Même s'il a raison pour les motivations qui ont fait éclater le scandale BRC, cela ne veut pas dire pour autant que l'affaire était cousue de fil blanc. Bien au contraire, la BRC a été réellement la caverne d'Ali Baba pour arroser autant les copains coquins que les Américains de KBR et derrière eux d'autres personnes. Et en filigrane de cette affaire se profile une infinité d'autres affaires louches, toutes plus sombres les unes que les autres, dans un monde interlope où se retrouvent pêle-mêle des intérêts américains, des inquiétudes françaises, des rentes pour les plus grands barons du régime et une opération de pillage en règle. La BRC, Brown and Root Condor, est une très étrange société. Une joint venture algéro-américaine d'ingénierie et de construction entre Sonatrach et KBR, Kellogg Brown and Root, une filiale de Halliburton. Tous les gros contrats avec Sonatrach et l'armée ont été conclus de gré à gré, malgré l'interdiction faite par la loi algérienne, avec des niveaux de surfacturation qui laissent rêveurs, parfois jusqu'à 6 fois 600% le prix normal. 41 marchés ont été signés pour un montant total de 205 milliards de dinars, 27 marchés avec Sonatrach pour environ 131 milliards de dinars et 14 marchés avec l'armée pour 74 milliards de dinars. Parmi les contrats avec l'armée, 5 hôpitaux, plusieurs bases militaires d'aviation et un centre très sophistiqué de criminologie pour la gendarmerie. Mais le nombre de marchés confiés à BRC, leur prix exorbitant, la part belle faite aux partenaires américains allait défrayer la chronique et permettre au DRS
de reprendre l'initiative. Bouteflika n'eut plus le choix. L'IGF fut diligentée pour enquêter sur l'affaire et elle rendit un rapport accablant dont l'opinion publique ne sait que ce qui a été rendu public et qui n'est que la face émergée de l'iceberg. Et ce que ce rapport n'a pas dit, du moins publiquement, c'est que de très nombreux barons du régime et des proches parents du président sont directement impliqués dans des opérations frauduleuses de très grande intensité. Aujourd'hui. HuffPost. Ould Qaddour fait appel à des cabinets américains pour la révision de la loi sur les hydrocarbures. Par la rédaction. TSA. Ould Qaddour. J'ai été jugé pour espionnage alors que la BRC avait construit le siège de l'état-major de l'armée. Par Yassine Babouche. Algérie Focus. Affaire Sonatrach. Le DRS voulait casser Chakib Khalil, selon Ould Qaddour. Par la rédaction. Ould Qaddour, la BRC et le DRS, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler avec nous, Rachid Nekaz, qui va bientôt nous rejoindre sur le plateau. Au téléphone, nous aurons Azdine Zalani qui interviendra en fin d'émission. Mohamed Khalfaoui depuis Alger au téléphone. Mohamed Khalfaoui est ex-officier supérieur de l'ANP. Et Farhat Aitali est expert financier. Il sera avec nous au téléphone aussi. Farhat Aitali, merci d'être des nôtres. Merci, bonsoir, Jamal. Bonsoir, Farhat. Alors, donc voilà, M. Ould Qaddour est en train de claironner un peu partout ces derniers temps que l'affaire BRC était quasiment cousue de fil blanc et qu'elle n'a surtout servi qu'à tirer sur Chakib Khalil, que le DRS l'avait pris comme bouc émissaire pour régler des comptes et que lui, il était passé comme ça entre les deux feux et qu'il a payé pour rien. Qu'est-ce à dire au sujet de la BRC d'abord, Farhat Aitali? Je vais juste ouvrir une parenthèse avant pour dire que si un citoyen ordinaire ou un journaliste avait dit 10% de ce que dit M. Ould Qaddour du DRS ou de la justice militaire, eh bien, il aurait été attaqué par outrage à corps constitué, institution de l'État, même la sécurité de l'État. Mais ces derniers temps, le système semble être en déséquilibre total, où de l'intérieur même, les clans s'attaquent publiquement. En fermant cette parenthèse, on va revenir à la BRC. La BRC, il faut se souvenir qu'à l'époque où elle a été créée, le système algérien était considéré comme paria, pour de multiples raisons, au niveau international, surtout suite aux 10 ans de guerre qu'il y a eu ici en interne. Donc, l'occasion de s'acheter éventuellement de la compréhension des alliances nouvelles, surtout chez les gens qui comptent, aux États-Unis et à l'Union européenne, était nécessaire. Donc, il y avait un consensus à l'intérieur du système pour la création de cette entreprise. Moi, personnellement, il me semble que cette entreprise devait verser aux Américains certains oboles pour s'acheter justement cette compréhension. Et jusque-là, je ne suis pas tout à fait contre si les Américains qui, à l'époque, cherchaient un lièvre dans le monde arabe, avaient des visées particulières sur l'Algérie. Ceci dit, cet achat de corruption internationale a dû déborder sur l'interne. Et évidemment, avec tous les clans rivaux qui étaient sur la même affaire, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des étincelles un jour ou l'autre. Expliquez-nous une chose. On va essayer de commencer un peu par la fin, puis on reviendra vers le début. Expliquez-nous un peu, Farhat Aitali, comment s'est passée cette liquidation judiciaire ou cette liquidation tout court de la BRC. D'abord, ce qui est très étonnant, c'est qu'après la liquidation, KBR, le partenaire américain, filiale de Halliburton, n'a pas réagi du tout. Est-ce à dire qu'il a été dédommagé abondamment en dessous de table? Il n'y a pas eu de liquidation judiciaire au sens propre du mot, au sens du code du commerce. Il y a eu une liquidation physique, si on peut s'exprimer ainsi. C'est au niveau des plus hautes sphères de l'État qui a été décidé de dissoudre manu militari cette entreprise. Et les Américains ont été dédommagés intégralement
sur les arrêts de chantier, sur certains marchés qui ont été résiliés de manière unilatérale, ils ont été indemnisés. Et en plus, il faut se dire aussi que, vu la manière dont ils facturaient sur des marchés qui ne valaient pas le prix qui était facturé, ils n'étaient pas lésés. Le jour de la dissolution, ils sont sortis. C'est comme si vous étiez dans un casino et à un moment donné, à 1 heure du matin, on vous dit, basta, vous pouvez vous en aller. Oui, mais Halliburton n'est pas une société facile et sa filiale non plus. Donc, comment ils ont été indemnisés sans arbitrage, sans qu'ils l'aient même demandé? On les a indemnisés comment? Ils sont directement indemnisés sur simple demande. Parce qu'il existe quand même des clauses dans les contrats même de gré à gré qui prévoient le montant et les ratios d'indemnisation en cas de manquement de l'une des parties ou de l'autre à ces engagements. Comme c'est la partie algérienne qui a rompu de manière unilatérale en l'espace de quelques jours tous les contrats qui étaient en cours de réalisation, la partie algérienne n'a pas attendu un arbitrage. Ça s'est passé discrètement et manifestement même la dissolution a eu l'assentiment des Américains avant qu'elle ne soit prononcée. Alors, pourquoi, expliquez-nous, ou essayez de nous expliquer, pourquoi on dissout comme ça, de façon aussi cavalière, une grosse société qui a réalisé de très gros chiffres d'affaires, alors sans audit, sans liquidation judiciaire et en indemnisant le partenaire à des niveaux à peine soupçonnables. D'ailleurs, il faudrait qu'on creuse un peu pour savoir comment ça s'est passé. Pourquoi M. Bouteflika a-t-il ainsi décidé donc d'étouffer dans l'œuf tout ce qui pourrait sortir de cette société à un tel prix aussi exorbitant? En 2007, il faut se dire que pratiquement c'est tous les clans du système qui étaient d'accord pour cette dissolution. Ce n'était pas que le président. Il fallait pratiquement effacer les traces de quelque chose dont on ignore le contenu exact, mais qui devait être assez grave pour être effacé dans la précipitation. D'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'une entreprise a été dissoute. Khalifa a été dissoute le jour même du séisme, le 21 mai 2003, par le Premier ministre, sans passer par aucune liquidation judiciaire. Jusqu'à ce jour, le liquidateur n'a pas prononcé la liquidation, n'a pas remboursé les créanciers, n'a pas récupéré les créances sur les tiers, mais il n'empêche qu'elle a été dissoute. Ce n'est pas la justice qui dissout ce genre d'entreprise. Et quand il y a ce genre de dissolution, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est qu'il y avait beaucoup de choses à cacher en catastrophe. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut... D'ailleurs, nous demanderons tout à l'heure à Aziz Alani qui est avec nous, mais votre avis, Farhat Aitali, est-ce qu'on peut, comme ça, procéder à la liquidation d'une société de cette manière-là, qui ne passe pas par une liquidation judiciaire? Non, pratiquement aucun texte de loi ne le prévoit. La loi prévoit même le contraire. Mais nous n'en sommes pas à la première entorse au code du commerce et à toutes sortes de codes dans ce pays. Restez avec nous, Farhat Aitali. Rachid Nekaz vient de nous rejoindre. Merci à Rachid Nekaz d'être avec nous. Après toutes ces mésaventures que vous avez connues. Alors, Rachid... Mais alhamdoulilah, je suis toujours vivant. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alors, Rachid Nekaz, au sujet de l'affaire de Wuld Qaddour, vous avez eu maille à partir avec lui d'ailleurs. Vous avez même été condamné aux dépens pour avoir donné son adresse sur... 4 000 € par jour. 80 millions dinars كل يوم. Et vous avez retiré l'adresse? Jamais de la vie. Mais vous allez les payer, cette amende, vous allez la payer de toute façon. شوف أنا En France, ça se passe en France. أنا قبيلي من الأم عربي من الأب بصح شاوي في راسي. Jamais, jamais, jamais je ne lâcherai cette bande de mafiosos. Oui, mais pas comme ça. Vous allez payer très cher pour rien. À moi, à votre place, j'aurais filé l'adresse à tous mes amis de Facebook. Oui. Ils diront, moi je la retire. Non, et vous devez payer combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on en est à 1 million d'euros. 1 million? Ça, والله الدور ما يديها وربي رانا شهر رمضان. Il n'aura pas un centime. Vous savez, ça fait trop longtemps que le peuple algérien a peur. Ça fait trop longtemps. في الوقت استعمار 1 million d'euros. Oui, s'il vous plaît, pour le voleur وتقدر بصح دوره ما يديه بربي ان شاء الله. شوف في الوقت استعمار الشعب الجزائري يخاف. في الوقت الثوره يخاف. On met quelque chose au point. On ne dit pas le voleur, le ceci, on donne des faits. Mais on ne qualifie pas la personne. Sauf si c'est argumenté. Ce n'est pas à nous de juger. Et nous, on va faire en sorte qu'il soit jugé par une vraie justice. Inch'Allah. Mais on ne dit pas c'est un voleur. Je vous laisse poursuivre. Et je vais vous poser une question en particulier.
Il faut appeler un chat un chat. On a un rapport de juillet 2006 de l'inspection générale des finances algérienne. IGF. فوالا تبع الوزاره الماليه تاع السي مراد بدرسي واليوم راه رئيس مجلس دستوري. هو فاني تبع الوزير الاول شكون في هذاك الوقت يسموه حمد ويحيى كما اليوم. واش قال هذا التقرير الرسميه مش انا خرجها من راسي. قال باللي ولد قدور سرق 10,000 مليار سنتيم جزائريه من الشرق. Non, il n'a pas dit ça, le rapport. Il n'a pas dit ça. Je C'est un lis rapport le de large. 30 pages. Oui, Il a mis 35 pages et 8 pages. Il a mis le doigt sur des tas de dysfonctionnements, de contrats surfacturés, donnés n'importe quoi, en violation de la loi et du code sur les marchés publics. Ça veut dire de gré à gré alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Facturé parfois à 600% de la valeur initiale. Oui, mais ils n'ont pas dit c'est Ould Qaddour. شكون C'était le الرئيس PDG, d'accord. شكون؟ Mais le problème, monsieur, لا سي جمال الدين le شكون problème, الرئيس؟ Rachid Nekez, le Oui, grand c'est problème, c'est que dans cette affaire, il n'y a eu aucune poursuite en justice. La liquidation Oui. effectuée par Bouteflika a étouffé l'affaire qui a été passée en perte et profit et Ould Qaddour a été poursuivi pour un autre chef d'inculpation qui est divulgation de secrets défense, Information classée défense. voilà, qui est assimilé à de l'espionnage ou de la haute trahison. Ça, c'est autre chose. Mais ils n'ont pas dit il a volé 10 000 milliards. C'est Jamal Eddin. Oui. Il y a eu ce rapport officiel. Oui. Suite à ce rapport officiel, il y a une plainte qui a été déposée par le ministère public Oui. au tribunal de Bilmourad Raïs. Oui. هذه حاجة رسمية. Mais qui n'a pas Mais connu qui de... est resté au lettre fond morte. d'un tiroir. Oui. Pourquoi? Oui. Parce que le président Bouteflika, quand il a vu l'ampleur des complicités, Voilà. à la fois politiques, les hauts fonctionnaires et militaires, il a tout de suite étouffé le dossier. Mais c'est bien M. Ould Qaddour qui a surfacturé à hauteur de 10 000 milliards de centimes Oui. à la fois la Sonatrach et le ministère de la Défense. وضرب وين هربهم؟ هربهم في لبنان. Un compte bancaire s'appelle la First National Mais Bank. il n'a pas été le seul à prendre. Ils ont tous Oh. pris, KBR, أنا les نهضر لك généraux, les parents du président. سي جمال الدين Vous- vous- انا نهضر بالدليل Tu vois, ما نهضرش هكاك في الهواء. Rachid Nekez, Oui, تفضل سي si جمال c'était الدين. comme vous êtes en train de nous le dire, Oui. s'il n'y avait que lui شكون اللي qui قال avait لك هو pris cet argent de la surfacturation, pensez bien que Bouteflika n'aurait pas dissous. Il l'aurait montré du doigt, il l'aurait sommes jeté en d'accord. pâture. Nous sommes S'il d'accord. a dissous, c'est parce que beaucoup d'autres gens sont touchés. C'est ce que j'ai dit. Concernés. Il y a des complicités politiques de hauts fonctionnaires et des Ouais. militaires. D'accord. Je l'ai dit. Alors, d'après vous, pourquoi en ce moment Ould Qaddour s'attaque au DRS qui n'existe plus, il faut le rappeler, à votre avis? Je crois que c'est tellement facile de s'attaquer à ceux qui ont كشفوا هذا الإنسان. على بالكم في هذاك الوقت 2006 2007 2008 2009 2010 Oui. شكون اللي كان يدير لي زانكيت؟ سي لو دي ار اس. Oui. تبغي ولا تكره؟ Ça كان يدير les enquêtes liège, bois. Il enquêtait sur qui il voulait et sûr, fermait oui. les yeux sur qui il voulait. Oui, il faut le dire, les mais, choses. mais Ouais. par rapport au dossier de Chakib Khalil ou Ould Qaddour, Ouais. Dalil Rasmi, ce sont des preuves réelles. ماشي جاو من السماء. Ce sont des faits réels. Oui. واش راه يدير هذا Ould Qaddour؟ شفت لا ديكلاراسيون تاعو قال باللي اتهموني واتهموا شكيب خليل. وي. يعني واش راه يقول؟ راه يقول باللي الرئيس اللي كان وزير الدفاع كذاب، راه يقول باللي سي قايد صالح اللي كان الشيف تاع العسكر كذاب، راه يقول باللي مراد بدرسي اللي كان وزير الماليه كذاب، راه يقول باللي احمد ويحيى وزير الاول كذاب. يعني هذا الانسان راح يتهم في المؤسسه ودابخي vous, il n'a الدوليه pas raison. الجزائريه. Il n'a pas raison, يقول هذا الناس كذابين. على D'après جال vous. الملف تاعو؟ Là, On non, parle du quand- dossier تاعو، on mélange pas tout. non, 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 non. Quand il dit ces gens-là sont des menteurs, il a tort. S'il vous plaît, on parle de son cas. Oui, oui. On ne parle pas de choses. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il ne faut pas traiter quelqu'un de voleur. Ouais. كذا ولا لا؟ يعطيك Vous الصحة. m'avez pris dans mon propre. معليش معليش. On continue le débat. On continue Non, le mais débat. c'est tellement- شوف، هذا الإنسان هذا Ouais. الإنسان على حساب واش قال نورمالمون يدخلوه الحبس. الليلة Ouais. لا يدخل الحبس. باسكو قال باللي الرئيس كذاب، وزير الأول كذاب، وزير المالية كذاب، C'est ce qu'a ووزير dit tout الدفاع à l'heure كذاب. avant que vous n'arriviez. Quelqu'un d'autre qui aurait dit le quart de ça ou le 10%, dixième, mais j'entends il serait bien. déjà en prison. Bien sûr, mais il faut qu'il soit en prison. Parce qu'on ne peut pas d'un côté dire que Mme Lila Haddad, elle a insulté les symboles de l'État algérien parce qu'elle a fait une vidéo de 3 minutes, et moi, parce que je marche à travers le pays, j'ai rendez-vous après-demain au tribunal d'Aqbou parce que راني نمشي في بلادي. وهذا الإنسان اللي سرق 10,000 مليار سنتيم اللي خدع الجيش راه يبان في كاع القنوات الجزائريين
هو عنده لي زابارتمون في نوي شخصان بالدليل 140 مليار سنتيم جزائريه وما يديروا له والو. دونك il y a des questions à se poser. Restez avec nous. معنا Mohamed Khelfaoui, c'est un ex-officier supérieur du DRS justement. Mohamed Khelfaoui, merci d'être des nôtres. Alors, Mohamed Khelfaoui, donc voilà, Monsieur Ould Qaddour fait feu de tout bois. Il est en train d'accuser le DRS d'avoir monté de toutes pièces toute cette affaire pour porter préjudice à Chakib Khalil et que lui, dans le feu de l'action, il aurait été pris comme cible. Si jamais ce que vous avez dit tout à fait au début en introduisant le sujet est largement suffisant, vous avez dit tout ce qu'il y avait à dire. Ceci étant, je me suis étonné de voir un responsable d'une entreprise importante, qui sont la traque, faire des déclarations comme ça. Il me semble que c'est la première fois que j'entends ça. Il me semble. Les autres responsables qui ont été accusés de ceci ou cela n'ont pas eu cette occasion. Je déduis donc qu'il a été autorisé ou qu'il a été aiguillonné pour dire ça. Je lui dis une chose, et je ne cherche pas de peur parce que Wikileaks a révélé ce qu'il avait révélé, l'affaire DRT dont vous parlez, l'inspection des finances des PNPA, la corruption, son attaque, le tribunal de Milan disait qu'il avait des preuves contre Chakib, etc. Pour être bref, je vais rappeler le témoignage écrit de M. le ministre de la Justice, M. Charfi, dans sa lettre adressée à Sahtani, alors SG du FLN, et lorsqu'il n'a pas obtempéré, il fut limogé. La demande de Sahtani de se retirer Chakib Khalil comme un pivot d'une pathologie, et il a refusé de répondre à la demande, il fut limogé. Aujourd'hui, Edassi Moutkadour tente de banaliser la corruption, le vol, etc. Maintenant, s'il est certain que ce qui a été fait contre lui est faux, il n'a qu'à citer le DRS pour justice. Ou alors, il peut aussi demander une réhabilitation auprès de la justice. Allez, chiche, et on verra. Mohamed Khelfaoui, je vais vous livrer les confidences de nombreux observateurs qui parlent entre eux. Ils ne le disent jamais dans la presse, hein. Ils ne le disent jamais comme ça directement. Ils le disent entre eux, mais je vais vous les livrer, vous me direz ce que vous en pensez. Alors ces observateurs, ils disent que le DRS s'était rendu compte que Bouteflika avait ramené Chakib Khalil, qu'il avait placé à l'énergie et à la Sonatrach tout particulièrement, pour essayer de lui constituer beaucoup d'argent, pour acheter tous les généraux, surtout qu'il les nommait à tour de bras et se comptait désormais par centaines, pour noyer dans la masse les généraux vraiment influents, mais aussi et surtout pour préparer la liquidation du DRS. Que cet argent allait lui permettre d'acheter tout le monde et d'isoler le DRS pour pouvoir le dissoudre. Parce qu'il a compris que le DRS avait le véritable pouvoir et que pour le prendre, il fallait donc laminer cette structure. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette approche? La première hypothèse peut être discutable parce que le personnage là était fort par ceux qui étaient et qui sont, je suppose, toujours derrière lui, c'est-à-dire les Américains. Il a vécu là-bas, il a étudié là-bas, il a travaillé avec ces gens, etc. Je suppose qu'il a cette relation. Parce que arriver à ce qu'on connaît pour ne pas être trop long, pour ne pas répéter ce qui a été dit déjà, et se retrouver presque réhabilité, pratiquement réhabilité, jouer derrière les universités ouvertes pour donner des conférences sur la télé. Ça, c'est quand même, il faut avoir un Dieu derrière soi. Pour affaiblir le DRS, on n'affaiblit pas le DRS par le ministère, quel qu'il soit. Surtout dans un Népal qui mérite son nom. Le DRS a été affaibli peut-être pour plusieurs petites choses, mais surtout le dénouement 2004. L'année 2004 était un peu difficile, était très, très remarquable sur ce point-là.
Je m'arrête à ça. Je m'arrête à ça. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui, on ne vous entend pas très bien. On va essayer de régler le problème au niveau de la régie. Farhat Aitali, une question d'une très grande importance, Farhat Aitali. Ould Qaddour vient de déclarer publiquement que l'État algérien a confié à un bureau de conseil américain composé de plusieurs cabinets d'avocats très célèbres aux États-Unis. Il vient de leur confier un projet de loi algérien, le projet sur les hydrocarbures. Ça veut dire maintenant, d'après, si j'ai bien compris, vous allez nous expliquer, que l'Algérie, l'État algérien a confié à un bureau de conseil américain la possibilité de confectionner une loi algérienne qui après sera présentée aux députés que nous connaissons qui approuvent tout. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose, Farhat Aitali? Je viens d'écrire sur ma page qu'il serait peut-être plus judicieux de terminer la procédure en présentant la fameuse loi au Sénat des États-Unis. Comme ça, on sera comme à Porto Rico, un État annexe. Éventuellement les sénateurs américains. C'est-à-dire, Farhat Aitali, vous êtes en train de dire ils donnent la loi au cabinet américain et ils la font voter par leur Sénat et qu'on en finisse. Et encore, je fais plus confiance aux sénateurs américains en termes de perspicacité qu'aux députés algériens. Donc, tant qu'on y est, c'est tout. Mais à ce point, Farhat Aitali, à ce point, on confie l'élaboration d'une loi aussi importante, celle sur les hydrocarbures, un bureau de conseil américain. Toujours reprocher à M. Ouiaïa sa façon cavalière de mener la législation dans ce pays. Mais là, avec Ould Qaddour, on a dépassé un stade que personne n'a jamais atteint. Maintenant, on fait de la sous-traitance. Il était au ministère de la Défense nationale, il est capable de faire la doctrine de défense. Mais je ne sais pas qui est derrière ce monsieur. Comment il tient cette force qui lui permet justement d'affirmer ce genre de truc. Mais c'est extrêmement grave. Un état de déliquescence qui n'est jamais atteint dans l'histoire de ce pays depuis l'époque romaine. C'est proprement incroyable. Mais sinon, expliquez-nous, Farhat Aitali, qu'est-ce que vous pensez, vous, personnellement, de la nomination de cet homme à la tête de Sonatrach? Est-ce vrai que c'est un homme qui a fait MIT, ce célèbre institut américain, ou parce qu'il y a d'autres raisons en vérité? Non, ça n'a rien à voir avec MIT. De toute façon, MIT a formé des milliers de gens qui vont des plus brillants aux plus médiocres. Ça ne veut pas dire qu'on a fait une université ou un institut quelconque, qu'on est une superbe lumière. Moi, je juge une personne sur ses propos, ses agissements, son travail. Je n'ai rien à faire dans des diplômes qu'il me présente. Il a même cité Harvard où il n'a pas passé plus de 3 semaines. Je lui défie de me ramener ce qu'il a fait de spécial à Harvard. Il a passé 3 semaines à Harvard? 3 semaines? C'est tout, oui, il a fait un 6 jours à Harvard. Il n'a pas fait un cursus. Et il passe son temps à dire, moi je sors de Harvard, du MIT, patati, patata. C'est incroyable, ça. En général, dès que je vois quelqu'un commencer à décliner comme un jeu de cartes des diplômes vrais ou faux ou supposés, je me doute déjà que sa compétence n'est pas très loin du zéro. À MIT, il a fait chimie. Il n'a pas fait management, il n'a pas fait pétrochimie, il a fait chimie industrielle. Il n'a pas fait pratiquement forage ou industrie pétrolière dans toutes ces dimensions. Donc, je ne vois pas pourquoi à chaque fois ici, tu as le diplôme qu'à MIT. Restez avec nous. Oui, je vous en prie, Farhat Aitali. Parenthèse. Oui. J'ai son jugement, Qaddami. Il n'a pas été jugé par le DRF, il a été jugé par le tribunal militaire de Brida, qui est une structure judiciaire dépendant de la direction de la justice militaire, qui dépend du ministère de la Défense nationale. Ça veut dire que tout ce beau monde-là est impliqué dans ce qu'il prétend être un complot. Et c'est la première fois que je vois le ministère de la Défense nationale passif devant ce genre d'accusation.
Mais justement, Frate Italie, mais je vais revenir à vous dans un instant. Nous allons écouter un petit extrait de M. Ould Qaddour qui sort du MIT et qui, d'une façon assez désinvolte, j'allais dire, hein, est en train de nous dire mêlez-vous de vos affaires. Regardez-le. Nous sommes en Algérie, tous les Algériens ont leur mot à dire. On m'avait dit qu'il y avait 40 millions d'entraîneurs de football. Maintenant, on me dit qu'il y a 40 millions d'experts en pétrole et en gaz. Donc, il faut faire avec. Il faut travailler avec les 40 millions d'experts algériens dans le domaine. Et puis, Inch'Allah, on y arrivera. Rachid Nekaz, vous voulez dire quelque chose il y a un instant? Première chose, M. Ould Qaddour n'a pas un doctorat au MIT. Il a un simple master, c'est-à-dire l'oula. Et cet été, j'irai à Boston, au MIT, pour vous apporter la preuve devant tout le monde. هذه الأولى. الزوجة. هذا الإنسان راه يقول باللي يعني هذو 40 مليون جزائريين هما يعرفوا كل شيء على الغاز والبترول، يعني هو على باله بكل شيء. هو عنده ماستر برك، تعرف شحال كان من الجزائريين عندهم ماستر في الجزائر؟ Il y en a des centaines de milliers. Ma femme elle a fait Stanford, donc Stanford خير من MIT. شو هذه الهضره ما فيهاش حل. Monsieur Chakib Khalil, il a aussi des beaux diplômes. بصح عنده فادي ديبلوم تاع السرقه، هادو كاع عندهم دكتوراه تاع السرقه هادو الناس هادو. Monsieur Tqaddour, si ce que je disais était faux, على ماش كاش بيا بالنسبه واش قلت؟ هو شكا بيا باسكو قلت للشعب الجزائري كامل شوفوا وين شرا الديار في نوي سور سين في باريس، ما شكاش بيا بلي راني نكذب. Vous voyez la différence? Oui. Maintenant, à mon sens, aujourd'hui, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Comment on peut avancer? Les personnes qui ont nommé M. Ould Qaddour à la tête de la Sonatrach. Oui. Il faut qu'aujourd'hui, ces personnes-là prennent leurs responsabilités. Car depuis avant-hier, ce monsieur a porté atteinte à la présidence de la République, à la chefferie du gouvernement, au ministère des Finances algérien et au service de renseignement algérien. Mais toutes ces institutions que vous citez n'ont pas porté plainte. Elles n'ont pas porté plainte. De la même manière que lui, M. Ould Qaddour, qui accuse les gens, n'a pas porté plainte. De la même manière que Ammar Ghoul, qui accuse le DRS de lui avoir monté une histoire sur l'autoroute, n'a pas porté plainte. Mais là, il a attaqué la présidence de la République. Oui, mais pourquoi la présidence n'a pas porté plainte? Peut-être que ça va arriver. Vous savez, quand vous avez un homme qui, publiquement, vous pensez qu'ils vont l'attaquer en justice après l'avoir nommé PDG de Sonatrach? Je crois qu'il va y avoir des conséquences parce qu'il a dépassé la limite. Vous savez, je crois que M. Ould Qaddour a fait la même erreur que M. Ammar Saïdani le 4 octobre 2016. C'est-à-dire qu'il a franchi la ligne rouge en accusant les services de renseignement algériens de faire de la fitna en Algérie. Et je crois qu'il a fait la même erreur. Oui, mais parce qu'il n'existe plus, c'est pour ça qu'il les a attaqués. Non, il était chef du FLN. Le DRS. La preuve, il a été viré juste après. Oui. 48 heures après, il n'était plus là. Donc je crois qu'après les déclarations de M. Ould Qaddour, je crois que dans les jours à venir, il ne sera plus chef de la Sonatrach. Parce qu'il a franchi la ligne rouge. Il a fait la même erreur que M. Saïdani en 2016. Peut-être qu'il a été diligenté pour dire ça par d'autres milieux. Parce que dans ce genre de trucs, ces gens-là ne disent pas des choses spontanément. Ils les disent après avoir reçu la consigne de le dire. Je ne crois pas. Avec tous mes respects, M. Djamaldine Moutoudou, je crois que Beli Djahel, vous savez, le pouvoir en fout. Le pouvoir en fout. Frappé de suffisance. Vous avez vu la suffisance de ces déclarations? Oui. C'est quand même... 40 millions de conseillers en football. Et maintenant 40 millions d'experts en pétrole. Et il faut faire avec. Mais c'est très très grave. La foule. Donc, je crois qu'il va y avoir des conséquences dans les jours à venir. Sinon, il y a de quoi s'inquiéter pour l'avenir dans notre pays. Et nous allons demander l'avis de Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, pourquoi ces institutions qui ont été attaquées par M. Ould Qaddour, comme vient de le dire Rachid Nekaz, dans le DRS ou l'ex-DRS, dans d'autres partis, pourquoi ne portent-ils pas plainte? Et pourquoi Ould Qaddour lui-même ne porte-t-il pas plainte contre ce DRS qu'il accuse de toutes les tares et de tous les maux? Oui, d'abord pour la première manche. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, on vous écoute. Oui. Pour la première manche, je crois que le procureur doit se saisir du dossier et convoquer ce personnage qui est en train d'insulter à tout bout de chemin, y compris les 40 millions d'Algériens.
Mais il a peut-être qu'il vient de nous apprendre que les Algériens, jusque-là, on pensait, on était même convaincus que l'Algérie nous appartenait à tous. Ben, il vient de nous dire qu'on se trompe. Il a peut-être raison. Peut-être qu'il est grand temps que les Algériens se réveillent et commencent à comprendre qu'ils n'ont rien à voir. Ouais. De l'autre côté, pour ce qui est du DRS, moi j'ai dit tout à l'heure que si ce personnage a quelque chose à dire, s'il est sûr de lui, il laisse le DRS en justice. Ou alors il demande sa réhabilitation auprès de la justice. Et justement, Mohamed Khelvaoui, lui qui se dit accusé à tort, et c'est une peine, une accusation infamante, c'est une peine infamante. Pourquoi ne se fait-il pas, ne demande-t-il pas être blanchi par la justice et non pas par une nomination à un poste d'entreprise? Et parce qu'en fait, les choses sont réelles. Et je suis certain qu'il en est conscient et que les gens qui l'ont mis là-bas, les gens qui l'ont tout, les gens qui le conseillent, lui demandent d'éviter ça parce que sinon c'est la catastrophe. Les institutions, pas sa catastrophe, les institutions, elles ne valent plus rien. Et la justice dans tout ça, Mohamed Khelvaoui, elle ne devrait pas s'autosaisir de ce genre de déclaration, de ce genre d'outrance? Justement, c'est son rôle. Elle serait dans son rôle. Pourquoi elle ne le fait pas? Elle ne le fait pas depuis très longtemps déjà. Donc, toute crédibilité de cette justice, de ces services, etc., est comme ça mal. Et donc la justice attend l'injonction qui tomberait de haut, sinon elle ne bougera pas. Absolument, absolument. Restez avec nous, Mohamed Khelvaoui. Azdine Zalani est avec nous. Il nous a demandé de le libérer très vite parce qu'il est un peu souffrant. Rabbi Jib Shfa. Azdine Zalani, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Non, j'avais souhaité intervenir, je veux dire, parce que c'est une question financière et je ne voulais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas vraiment dans mes compétences. Ah, d'accord. Mais ce que je voulais dire, je voulais intervenir sur l'aspect, j'allais dire, pénal, hein, Oui. particulièrement. Oui. Parce que le droit des sociétés en Algérie, et d'ailleurs, il a les droits les plus au niveau criminel, hein, le droit pénal, qui incrimine énormément ces activités, les activités légales ou intercommerciales, etc. Alors, il y a un certain nombre de confusions. Premièrement, la société a été dissoute. La société mixte, donc d'un côté il y a l'État algérien et de l'autre côté donc des partenaires étrangers américains. Oui. Elle a été dissoute et donc il y a une cessation d'activité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de liquidation. Généralement, la liquidation... Il n'y a pas eu de liquidation judiciaire, vous voulez dire? Il n'y a pas eu oui, bien entendu, judiciaire, parce que c'est comme cela que ça se passe. Oui. C'est le tribunal du commerce qui veille à l'intérêt des associés. Et en l'occurrence, les associés sont deux. Soit les Américains d'un côté, mais aussi les Algériens. Les Algériens sont représentés par l'État, certes, mais c'est des deniers publics. C'est parce qu'ils sont représentés par l'État qu'ils ne peuvent pas rentrer dans leurs droits. Et donc, on n'a pas vu des actions tendant à protéger la partie algérienne, notamment par la liquidation de cette entreprise. La deuxième chose qui est à relever, c'est que cette cessation d'activité, elle prend beaucoup plus l'aspect d'une banqueroute frauduleuse, c'est-à-dire d'une cessation d'activité, d'une faillite organisée. Ce n'est pas une faillite commerciale proprement dite suite à une situation commerciale donnée, c'est-à-dire à des pertes et profits, etc., liés à une activité commerciale normale. Là, il s'agit de décisions qui ont été prises pour créer un état de banqueroute, et la banqueroute est punie par le code pénal algérien, comme par toutes les législations pénales dans le monde. Est-ce que la justice peut s'autosaisir de ce cas de banqueroute frauduleuse, parce que c'est le cas en l'espèce? Quand on dit, je termine rapidement, enfin, pour l'autosaisine, c'est pas possible, c'est le procureur de la République qui saisit. C'est ça l'autosaisine. D'accord. Et le procureur de la République, près de
tribunal compétent ne peut pas se saisir parce qu'il est fonctionnaire. Il dépend du ministre de la Justice, qui est lui membre du gouvernement. Donc, c'est lié. La mise, par contre, tout intéressé, normalement, tout intéressé, toute personne morale ou publique, notamment les travailleurs qui ont été licenciés ou autres, etc., peuvent, le cas échéant, déposer plainte dans ce cadre-là. Malheureusement, on sait qu'en Algérie, ces choses-là ne peuvent pas se Mais faire. Asdin Zalani, Je voudrais revenir. juste une petite remarque. Vous êtes en train de nous dire que les employés de BRC, qui étaient des milliers, ont le droit de déposer plainte auprès de la justice algérienne pour banqueroute frauduleuse. Il me semble, oui. Oui, parce qu'ils sont victimes, effectivement, directement. Parce que l'État représenterait, si vous voulez, le capital social de l'entreprise, et l'État, c'est le gouvernement, c'est je ne sais plus qui, le ministre des Finances, le président de la République, et n'importe qui. Donc, par contre, les associés ou les travailleurs, n'est-ce pas, qui ont été, ou qui considèrent qu'ils ont été floués dans cette affaire-là, ou qu'ils ont des droits, peuvent saisir effectivement. Mais malheureusement, en Algérie, on sait que les choses comme elles sont. Donc, il s'agit d'une faillite organisée, et donc c'est une banqueroute frauduleuse qui a été créée. Ce n'est pas une faillite. La faillite normale, c'est la faillite commerciale qui finit au tribunal du commerce, et on connaît beaucoup de sociétés qui finissent en faillite quand elles... Là, il s'agit d'une faillite organisée, elle est punie partout dans le monde, et aussi en Algérie, et on appelle cela la banqueroute. Je voudrais terminer sur deux aspects, si vous permettez. Oui. Le premier, concernant M. Ould Qadour. M. Ould Qadour, comme j'ai eu l'occasion de le dire une autre fois, a été condamné par un tribunal militaire à une peine de prison. Dans la peine de prison elle-même, ou même si elle n'est pas très importante parce qu'on n'a pas retenu le crime d'espionnage, qui est très grave, qui peut jusqu'à la peine de mort. Par contre, c'est une peine, même si c'est d'un seul mois de prison, c'est une peine infamante. Il y a des peines infamante et il y a des peines qui ne sont pas pénales. Dans ce cas de figure, c'est une peine infamante. Et M. Ould Qadour, la première des choses qu'il aurait dû faire s'il était considéré comme innocent pour se laver, réellement et définitivement, devait demander sa réhabilitation. Comment? Une révision de procès, par exemple? Une réhabilitation judiciaire. D'accord. S'il était innocent. Oui. Si vous êtes condamné, vous ou moi, et qu'on s'estime, après notre condamnation, même 10, 20, 30 ans, je ne sais pas, il y aura un délai pour ce qui, je crois que c'est pour 3 ans, qu'il avait, dans le cas de figure, mais demander une réhabilitation morale. Parce que la peine, il l'a effectuée, c'est terminé. Mais il reste l'opprobre, il reste la honte, il reste la culpabilité morale qui pèse sur lui, même s'il a payé, si vous voulez. Alors, s'il considère qu'il est honnête, qu'il est innocent, pourquoi n'a-t-il pas saisi la justice? Et la question... Il considère qu'elle a été actionnée, donc, a fortiori. Et la question est posée. S'il a été actionné, pourquoi ne demande-t-il pas d'être réhabilité? La question est posée, Asdin Zalani. Je vous remercie et je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Rachid Nkes, puis nous irons vers Farhat Aitali pour le mot de la fin, parce que nous arrivons bientôt à la fin de l'émission, environ 7 minutes. Rachid Nkes, vous vouliez dire quelque chose? Oui, 3 points si vous permettez. Oui. D'abord, الناس تفهم هذه الشركة اللي كان مدير تاعها ولد قدور كان عندها 2 كليون برك، كان عندها سوناتراك والجيش. هذا ما كان. هذه الأولى. Alors, quand en 2007, le président a vu l'énormité des complicités, il a négocié un dédommagement avec la société américaine KBR. Oui. C'était 26 millions de dollars. Ah, vous avez le chiffre? Oui, c'est sûr, hein? Certains. Mais peut-être qu'il y a eu des dessous de table qui n'ont pas été déclarés. À l'algérienne, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que 26 millions de dollars, c'est peu. أنا نهضرك حاجة رسمية. Oui. Voilà, رسمية 26 مليون دولار. وهذه الأولى. Deuxième point, il faut savoir que شكون المدير تاع ولد قدور في الأمريكان؟ المدير تاع كابير. يسموه ستادلي. Comment il s'appelle déjà? Donc, Stanley. Monsieur Stanley. هذا ستانلي en 2012 واش داروا له؟ العداله الامريكانيه حكمت عليه 30 شهر حبس
30 mois. Qui m'a ou Pareil. Kiev. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Certains, bien sûr. En 2012, Ouais. M. Stanley, président de KBR, a été condamné par la pourquoi? justice américaine pour corruption. Comme la même chose que M. Et il sort de MIT lui aussi? Encore pire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a négocié un contrat de 6 milliards de dollars avec le Nigeria. Et il a donné des pots de vin. Oui. 579 millions de dollars de pots de vin pour obtenir un contrat de 6 milliards de dollars. Ce qui veut dire que la culture de la corruption des pots de vin et des surfacturations, c'est la culture dans laquelle a baigné M. Ouadqadour avec son chef, M. Stanley. Donc ça, 2012, 30 mois de prison, chef Tao. Donc on ne va pas dire, M. Ouadqadour, M. Madarwalou, der, qui هو, qui le مدير تاعو. Maintenant, troisième point. كي Ouadqadour كان في الحبس بين 2007 و 2009. واش صرا في الجزائر؟ في 2008 ولده يسموه نسيم Ouadqadour. Il a obtenu un contrat d'1 milliard de dollars, 10,000 مليار سنتيم مع لا سوناتراك. مع واحد الشركه 1 milliard de dollars ou de dinars? Non, vous avez bien compris. 1 milliard de dollars, c'est-à-dire 10 000 milliards de centimes algériennes. Avec une société qu'il venait de créer 6 mois avant, qui s'appelle la société NAPCO. NAPCO. C'est pour refaire tous les oléoducs dans le... 1 milliard de dollars, vous êtes en train de nous dire? Tout à fait, exactement. Donc, incroyable. pendant qu'il était en prison, Ouadqadour, Oulidou, en 2008, c'est dans la presse, vous pouvez vérifier, a obtenu un contrat d'1 milliard de dollars avec la Sonatrach alors qu'il n'a aucune expérience. Avec Sharikat Napco, derrière 6 jours قبل ما يعطوا له 1 milliard de dollars de contrat. وكي خرج من الحبس Ouadqadour شرى 2 appartements de 7 millions d'euros à Neuilly-sur-Seine avec l'argent qu'il avait caché au Liban à Beyrouth. Donc هذا الانسان اللي راه يقول باللي ما دار والو واتهموه ومسكين لا غالب هذا راه يتمسخر ب 40 مليون جزائريين avec tous mes respects. Farhat Aitali, vous avez entendu le chiffre que vient de nous donner Rachid Nekez, le fils de Ouadqadour, qui aurait raflé un contrat d'1 milliard de dollars avec Sonatrach? Moi, personnellement, je ne suis pas au courant de ce contrat. Ceci dit, j'ai le jugement devant moi pour répondre à M. Dalari. Pourquoi Ouadqadour, il n'a pas demandé sa réhabilitation. Oui. Le 1er juillet 2008, ce qui converge, qui en encore une case avec ce fameux contrat, il s'est désisté de son pourvoi en cassation à la Cour suprême. Parce que le Code de justice militaire, comme le Code de procédure de toute façon pénale civile, prévoit un pourvoi en cassation 15 jours après le prononcé du jugement. Il s'est désisté de lui-même. Il s'est désisté de lui-même. Il s'est désisté de lui-même. إشهاد بتنازل عن الطعن بالنقد ابتداء من تاريخ 1/7/2008. Donc, quelqu'un qui s'est désisté de son pouvoir, la Cour suprême a reconnu sa culpabilité. Ce qui me paraît assez logique, il a dû négocier quelque chose, y compris sa libération anticipée. Lui, il dit qu'il ne voulait pas sortir 6 mois avant, alors qu'il est sorti 6 mois avant. Et puis on ne dit pas qu'on reste en prison à sa guise. Vous dites tout ça, c'est de la forfanterie, c'est des bobards. Mais je pense que quelque chose a été négocié depuis le début. Parce qu'il a été mis en prison apparemment comme une sorte de dindon de la farce dans un seul tout compte de toute l'équipe. Toute l'opération devait se solder sur sa tête, mais pas avec une peine très lourde. Mais là, alors, sa nomination à Sonatrach, c'est récompense pour avoir accepté de jouer le dindon de la farce et d'avoir écopé pour tout le monde? Manifestement, oui. Mais comme, vu côté État, j'allais dire, l'État algérien, comment peut-on nommer à la tête d'une telle entreprise, celle qui ramène à l'Algérie 96 ou 97% de ses ressources financières, un homme que l'État lui-même a fait condamner à une peine infamante? Manifestement, ces derniers temps, c'est devenu le critère de sélection. Et quand je dis ces derniers temps, ça date de plus de 20 ans, cette histoire, peut-être même plus de 30 ans. Parce qu'avec ce genre de dossier, on tient le personnage en main. Oui. Ce qui n'est pas le cas avec un dossier plus propre. Merci Farhat Aitali, merci Azdin Zalani, merci Mohamed Khelfaoui, merci
Rachid Nekez. Merci à vous. Shukran al Dawa. Merci beaucoup. J'espère qu'on va vous revoir bientôt. Avec plaisir. Dernier point, la loi sur les hydrocarbures 2004-2005, c'était déjà un cabinet d'avocats américains, hein, juste pour information. Ah bon hein? Absolument, tout à fait. On est dans la continuité. C'est pour ça qu'il défend Shakib Khalil. Donc, 2004-2005 et 2018, c'est la même politique, c'est-à-dire au service des intérêts américains. Vous nous apprenez de bien belles. Merci Rachid Nekez. Merci beaucoup. Merci chers amis d'avoir suivi cette émission. Sahaf Torkum, Qawala Khair, Slama.